Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode et aujourd'hui c'est Renfo contre Renfo. Je reçois un kiné et pas n'importe lequel, aime ton kiné, pour parler de sa vision du renfo contre ma vision du renfo. Salut Émeric. Salut. Bon du coup on commence par des squats. Directement. Mais le problème c'est ça, c'est qu'on a peut-être plus la même vision que n'importe quel coach et n'importe quel kiné sur cette planète. Donc on va essayer quand même de rester bien dans nos corporations et de bien redéfinir tout ça. Avant ça, je vous rappelle le plan de l'épisode, comme ça vous savez exactement ce qui vous attend. 1, on va faire le renfo par les coachs. 2, on va faire le renfo par les kinés. Et puis 3, on verra s'il y a des points de convergence. Donc restez bien avec nous jusqu'au bout. Et 4, on fait un max de développé couché. Chiche. Allez, bon, il va nous falloir donc une barre. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Émeric aime ton kiné, c'est sans doute ce qui se fait de plus pédagogique en ce moment sur le mouvement humain, parce qu'il aime bien écorcher les gens. Pour de faux, bien entendu, sur son Instagram, allez le retrouver si vous ne le connaissez pas. Et si vous le connaissez, vous allez être bien content de l'entendre parler de renforcement, parce qu'alors renforcement, on entend tout et n'importe quoi. Peut-être qu'en introduction, on pose un cadre. Qu'est-ce que pour toi le renforcement musculaire ? C'est une bonne question. Ou le renfo, parce qu'on dit renfo. Le renfo, pour moi, ça va être très simple, surtout sur ma vision de kiné, ça va être le fait de faire travailler les muscles. Parce qu'en fait, c'est un outil qu'on utilise nous en tant que kiné qui a tellement évolué, pas en termes d'outils, parce qu'un squat reste un squat, mais dans notre utilisation et nos connaissances, et la manière dont, avec certains patients, on va l'utiliser, qu'à partir du moment, pour moi, où il y a l'utilisation d'un muscle, je vais le mettre dans du renforcement musculaire. Ce qui est peut-être différent de ce que va penser un coach. Ouais, c'est très très ouvert. Déjà, les coachs, je pense, eux-mêmes ne sont pas d'accord entre eux. C'est-à-dire qu'il n'est pas rare, et on l'aura peut-être en commentaire, que des gens fassent un distinguo entre le renforcement et la musculation. De mon point de vue, dès lors qu'on crée de la tension dans le muscle avec un objectif de transformation, d'adaptation, de progrès, eh bien, on fait du renforcement. Et à ce titre, les méthodes de musculation, tout autant qu'elles sont, viennent servir le renforcement musculaire. Mais parce que si on réfléchit à ta définition, tu viens justement parler d'un progrès. Donc au final, un squat, ce qui va faire que c'est du renforcement ou pas, c'est peut-être plus le volume de prescription de ce squat. Parce qu'un squat à vide, un squat, est-ce que c'est vraiment du renfo ? Moi, si je fais un squat, je ne vais pas me renforcer, je ne vais pas progresser. Eh bien, en fait, tu as bien résumé le problème. C'est-à-dire que finalement, tout ça renvoie à une notion de charge d'entraînement. La charge d'entraînement, pour ceux qui nous écoutent et qui ne la maîtrisent pas forcément, elle se divise en plusieurs paramètres. Le premier paramètre, c'est un paramètre de volume. Un nombre de répétitions, un nombre de séries, un temps global sous tension, un temps de séance. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des volumes d'entraînement. Un poids. Alors un point, on est dans l'intensité déjà. On est dans le deuxième, ça y est, on bascule. On est déjà dans le deuxième paramètre, l'intensité. Donc c'est un poids, ça peut être une vitesse de déplacement de la charge. Ça peut être un pourcentage du max, un pourcentage du 1RM. Et donc effectivement, en couplant toutes ces informations-là, déjà on affine un tout petit peu la charge de travail. On pourrait rajouter, mais alors là on commence à faire un peu de mal aux mouches, on peut rajouter la complexité d'une charge, la complexité technique notamment, et vraiment très prépa physique, sa spécificité, la proximité qu'elle a avec une discipline cible ou un objectif cible. Mais finalement, en kiné, on pourrait réfléchir à cette spécificité, à une pathologie, par exemple. Ouais. Est-ce que tu connaissais l'acronyme WES ? C'est Julien Pineau qui en parlait pas mal à l'époque. Ça te parle ou pas ? Alors, rappelle-moi, ça me parle évidemment. Juste gros, pour que les gens sachent, Julien Pineau, c'est un mec qui a beaucoup sévi dans le crossfit pendant quelques années. On entend tout petit peu moins parler, mais Strong Fit, si vous googlez Strong Fit, c'est extrêmement qualitatif. C'est un mec que je connais du cercle Tissier. Il vient des arts martiaux à la base. Et en fait, lui, il utilisait ce diagramme ou cet élément pour savoir à quel point un exercice, c'était difficile d'en récupérer, donc pour pouvoir justement bien planifier. Et donc, il y avait 3 éléments. Le W, c'était pour weight, donc à quel point il y a de la charge. Le E, c'était la quantité d'excentrique que créait le mouvement. Et le S, c'était par rapport, je ne m'avais plus très mal l'acronyme, mais c'était la difficulté technique du mouvement. Et du coup, plus tu augmentais ces 3 curseurs, plus c'était un exercice, une séance difficile à récupérer, plus tu baissais ces curseurs, plus c'était une séance de récup ou juste d'actif, ou en tout cas, où tu vas mieux récupérer. Et je trouve que cette analyse, elle est intéressante. La charge de l'excentrique et la complexité technique. Et lui, par exemple, je sais que c'est un grand utilisateur, un grand fan du sled. Parce que pour lui, il n'y a pas d'excentrique. Il n'y a pas beaucoup de technique, même si on peut dire on peut bien placer, mais c'est juste tu viens tirer et tu règles ta charge. Et que comme la SoBike, c'est le genre de mouvement, d'exercice où tu peux très bien récupérer, en faire un gros volume. Et je trouve que c'est très intéressant. Super, ça nous permet d'affiner encore un tout petit peu notre définition des choses, parce que effectivement, un des paramètres de charge qui n'est pas souvent pris en compte, c'est la part excentrique du travail. Parce qu'évidemment, quand vous avez des courbatures,
souvent on les attribue quand même à un effort excentrique, donc la phase de freinage d'une course par exemple, ou la phase de descente dans un squat. C'est le moment où vos insertions s'écartent du centre du muscle au cours d'une contraction. Et c'est là qu'on a le plus de dommages musculaires. Et donc, effectivement, un squat avec beaucoup d'excentriques, c'est pas un squat avec très peu d'excentriques. Et quand tu n'as pas du tout envie d'exposer ton muscle à ça, effectivement, le sled ou le traîneau, qu'on pousse en CrossFit notamment, ou en Aerox, c'est une très bonne illustration. Et puis, ce que nous rappelle Julien Pineau aussi dans ta définition, c'est que le couple charge-récupération est indissociable. Et ça, c'est vraiment une règle, une sacro-sainte règle du coaching et de l'approche du renfort en coaching, c'est que derrière chaque nombre de séries, nombre de reps et charge en kilogrammes prescrite, eh bien, on a un temps de récupération idoine et qui lui aussi, si on le réduit trop, va faire basculer dans d'autres objectifs de performance ou d'entraînement, alors même que si on l'allonge, on va pouvoir peut-être aller plus sur du neuromusculaire, moins sur du métabolique, par exemple. Ouais. Donc, pour en revenir à nos moutons, voilà, on a ces curseurs en coaching qui vont nous permettre de rationaliser le renforcement musculaire, qu'il soit au poids du corps ou avec charge additionnelle. Et donc, au final, si vous m'avez suivi, le renfort et la muscule sont mélangés au service d'objectifs d'adaptation physique des différentes qualités de force ou d'endurance. Et ça nous permet de nous dire que finalement, le poids du corps, il n'a de valeur qu'au regard de la force de la personne. Et donc, pour toi, effectivement, un squat, pour revenir à ton exemple, un air squat, donc un squat sans matériel, un squat simplement au poids du corps, c'est un mouvement d'échauffement parce que, 1, tu es très léger et 2, tu es très fort. Merci. Toujours coiffer un peu dans le sens, brosser dans le sens du poil sans inviter, c'est une règle de base, parce que j'ai envie que tu m'invites en retour. À l'inverse, si on prend quelqu'un qui est désentraîné, désadapté complètement, qui est en surpoids, non seulement il est lourd, donc sa charge est élevée par rapport à la tienne, c'est-à-dire que ce serait plus dur de faire les squats avec son corps à lui, c'est sûr. Mais en plus de ça, il n'est pas fort. Donc du coup, double punition, peine, double effet qui se coule, ce qui nous amène à questionner pas mal des réflexes coaching. Et là, je reste toujours dans ma première partie sur la définition des coachs, parce que la plupart des coachs vont te dire qu'ils vont commencer par le poids du corps, sous prétexte que ce serait plus facile. Alors, c'est peut-être plus facile techniquement d'un certain point de vue, puisque tu n'as pas de charge additionnelle à maîtriser, tu as peu de techniques gestuelles à enseigner, encore que. Ouais. Mais surtout, le vrai problème, c'est qu'on ne prend pas du tout en compte le poids du corps de la personne, qui fait que, effectivement, pour l'immense majorité des gens qui débutent, faire simplement une flexion de bras au sol, une pompe en langage vulgaire, c'est déjà un RM, c'est déjà une charge maximale, voire surmaximale. Alors même que, par contre, paradoxalement, sur un développé couché, on est capable de faire beaucoup moins que le poids du corps. Et si vous travaillez 20 kg, une barre à vide, ou même 30 kg en développé couché, il est rare que vous pesiez 30 kg. Donc en fait, le rapport à la charge est finalement beaucoup plus simple. Vous faisiez une erreur méthodologique en pensant que faire des pompes, c'était plus simple que de faire du développé couché. Ouais, ce qui est sûr, c'est que sur le poids du corps, il y a des exercices où malheureusement, le poids du corps est déjà trop élevé. Le meilleur exemple, c'est les tractions. C'est très compliqué, mis à part avec des élastiques et compagnie, de délester une traction. Et ça, je le vois aussi, par exemple, beaucoup en erreur d'échauffement. Des gens qui vont commencer par s'échauffer en faisant quelques tractions à vide, en fait, c'est déjà un exercice très difficile et qui peut, pour certaines personnes, correspondre, comme tu le dis, à une REM. Et moi, au cabinet, j'ai des patients sportifs, mais j'en ai qui le sont moins. Et la pompe, bien faite, sur les pieds gainés, c'est un vrai défi physique, bien sûr. Ouais, c'est un vrai défi. Alors, quelqu'un qui fait de la muscu depuis longtemps, évidemment, ça ne l'est pas. Quelqu'un de jeune et un peu touché à tout non plus. Mais pour plein de patients, moi, j'ai souvent des patients qui viennent me voir au cabinet parce qu'ils souhaitent se remettre en mouvement, mais ils préfèrent passer par la casse kiné parce ils pensent qu'un pro de santé serait plus adéquat pour éviter qu'il se fasse mal et qu'il se blesse. Et donc, moi, j'en ai encore une la semaine dernière. Et on regarde ensemble et je lui demande de faire une pompe catastrophique. Sur les genoux, ça passe, mais il y a un gainage qui est vraiment à retravailler. Et donc là, une fois encore, on est sur du poids du corps qui peut paraître facile, mais en fait, on est déjà sur du trop lourd. Et même si elle y arrive, en fait,
que je lui dis, allez, la forme, on l'accepte parce que la forme parfaite n'est pas toujours idéale, en fait, elle va suivre les épaules. Hyper intéressant. Je pose un premier constat à ce stade, c'est que effectivement, quand je me promène dans les différentes franchises fitness et que je vois des collègues œuvrer, je constate que la charge prescrite est trop élevée. Par rapport au niveau des gens qu'ils ont et leur niveau d'athlétisation. Je constate qu'on y va trop fort. Je fais peut-être un autre constat inverse tout à l'heure chez les kinés. En tout cas, il y a la conséquence, c'est qu'effectivement, tu as des gens qui viennent te voir en se disant, tiens, peut-être qu'un filtre semi-médicalisé va m'aider, moi, à reprendre un petit peu le chemin de l'entraînement en toute confiance. Et à ce titre, suivant ce constat-là, peut-être qu'ils n'ont pas tout à fait tort, effectivement. Quand tu dis que tu constates qu'ils y vont trop fort, est-ce que tu dirais que c'est chez tous les adhérents ou plutôt chez les débutants ? Chez les débutants. Ouais. Chez les débutants ou les gens qui ne sont pas encore suffisamment athlétiques. Parce que des fois, on peut rester au rythme d'une séance semaine, ou voire 2 semaines. On peut rester débutant pendant 3 ou 4 ans. Hein. Ah bien sûr, débutant, c'est pas juste je pratique depuis 1 an. C'est en fait quel est le volume total que j'ai été capable d'accumuler. C'est ça, j'aime bien ça parce que souvent on se dit, bon ça y est, ça fait 2 ans que je pratique. Sauf que sur les 2 ans, il y a eu 7 périodes de vacances scolaires, dont 2 de plus de 2 mois. Ouais. Finalement, quand on regarde bien ce que tu as fait plutôt 1 séance et demie en moyenne que 3 par semaine. Et que donc finalement tu stagnes, au mieux tu te maintiens depuis tout ce temps. Et donc tu n'es toujours pas capable d'encaisser un certain nombre de charges complexes. Alors c'est là que je me dissocie un tout petit peu du discours que tu reportais tout à l'heure de Julien, je ne sais pas s'il a dit ça exactement comme ça, mais en tous les cas de dire que finalement l'excentrique, il faudrait le limiter ou le contenir, parce que justement, pour des gens qui sont en grande désadaptation de force, l'excentrique peut être un chemin aussi pour redévelopper des niveaux de force. Alors évidemment, on ne parle pas d'excentrique, on ne parle pas de 120-80 ou de charge supramaximale de dingue sur des volumes importants comme on peut voir sur de la force athlétique ou du strongman. Hein. Ce n'est pas de ça dont on parle, mais quelqu'un qui n'est pas capable, je reprends l'exemple de tes tractions, d'enchaîner des tractions, peut-être qu'en partant d'une boxe, menton à la barre, et de se laisser freiner, c'est évidemment une charge excentrique. Là, du coup, tu es du supramaximal. Là, tu es complètement sur du supramaximal. Par contre, tu vas le faire en 3 reps. Tu vois, tu vas pas faire une série de 20 ou de 12 reps comme on préconise souvent en début de programme. Et là, d'un seul coup, tu augmentes directement tes niveaux de force qui vont te permettre peut-être, à très moyen terme, d'enchaîner des tractions normales. Toujours sur de la force max, puisqu'en fait, avant que ça sorte de la zone de force max, ça va être. Pour revenir sur Julien Pineau, lui, il dit voilà 3 éléments qui sont intéressants à monitorer pour connaître votre volume d'entraînement et la difficulté ou la récupération. Donc, ça, je pense qu'il serait assez raccord. C'est juste qu'on récupère plus facilement un exercice en statique qu'un exercice en excentrique. Indéniablement. Ou un truc complet. Et je pense que là-dessus, on le rejoint. C'est ce qui fait un peu la mode aussi en ce moment des overcoming squats, des IMTP, tu sais, on voit, vous voyez probablement sur Instagram beaucoup de mecs ou de nanas qui tirent en isométrie sur une barre fixée, bloquée, ou qui poussent en squat sur une barre bloquée. Bon, c'est un bon moyen de développer des niveaux de force élevés, même des niveaux d'explosivité d'ailleurs, sans contrainte mécanique, avec très peu de contraintes mécaniques, puisqu'il y a peu de mouvements, on cible directement un angle où on serait un peu faible. Parce que des fois, on n'est pas désadapté complètement, mais on est faible à un certain angle du mouvement qui ne nous permet pas de faire le mouvement dans son ensemble. Et donc, c'est aussi un moyen, y compris chez des débutants, de développer des niveaux de force intéressants qui leur permettent de passer les caps rapidement. En effet, pour moi, cet outil-là, j'y vois 2 intérêts. Donc, imaginons, ce serait un deadlift. Je viens bloquer la barre de deadlift contre un rack dans une certaine position et je viens tirer très fort. Soit travailler vraiment, comme tu le dis, un passage où je vais avoir un point de faiblesse ou une perte de gainage ou une perte de technique. Donc vraiment, sur mon squat, il y a un moment donné où j'arrive pas à contrôler mes genoux, où je perds ma posture au niveau du dos, et donc ça peut être une bonne manière de le travailler. Mais aussi, chez un débutant, pour conscientiser le mouvement. Et je pense que c'est pas le même outil, parce que chez un pro, on va vraiment lui demander d'aller chercher du 100%. Là où chez un débutant, on peut lui demander juste, OK, viens maintenir cette position, et qu'est-ce que tu sens ? Et là, on serait peut-être plus dans du schéma moteur,
Ok, bon bah, qu'est-ce que tu sens si tu fais ça? Ok, sur un deadlift, tiens, regarde, maintenant on fait la même chose, mais tu vas tendre un peu plus tes genoux. Ok, regarde, là en fait, tu es plus sur un Romanian, tu sens un peu plus ta chaîne postérieure. Et par contre, aller à 100% chez un débutant, c'est comme aller chercher du supramaximal. Ça peut aussi être contre-productif parce que ça peut être trop difficile pour les tissus encaissés. Mais c'est le même outil qu'on va adapter différemment selon la personne qu'on a en face de nous. Ouais, et pas que les tissus d'ailleurs, parce que émotionnellement, quand tu reprends l'entraînement, t'as pas envie forcément toujours, ça dépend un peu des personnalités, mais t'as pas envie d'être dans la souffrance absolue. Moi, j'aime me mettre des énormes cartouches, donc je ne comprends pas, je ne suis pas dans l'empathie. Mais t'as peut-être jamais vraiment été débutant non plus d'ailleurs. Si. À 4 ans. Non, mais je comprends. Donc c'est vrai que même émotionnellement, tu as raison, c'est pas le même outil. En fait, ça devient, même si c'est le même exercice en apparence, ça devient presque un levier pédagogique quelque part, quelque chose qui est plus éducationnel. Bon, je pense qu'on a bien balayé la vision coaching du renfort. Ouais. Alors, quelles sont les divergences avec la vision kiné? Comment, quand demain tu parles avec les collègues kinés, on dit allez, c'est parti, on va programmer un petit peu de renfort. Vous y mettez quoi et pourquoi? On y met du cœur. Et ça, c'est important. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, tu vois, dans ta vision du renfort, on n'en a pas parlé, mais j'ai l'impression que de manière générale, le but final, ce serait l'hypertrophie ou le développement peut-être de certaines qualités physiques, si on veut être un peu plus général. Ouais, c'est un développement de qualité physique, tu as raison. Donc dedans, on pourrait mettre de l'endurance de force, qui fatalement regrouperait les différentes méthodes d'hypertrophie, puisque c'est une des conséquences du travail long, effectivement. On aurait les différentes qualités de puissance, donc de la puissance orientée sur la vitesse à la puissance orientée sur la force. Donc là, on retrouverait des exercices comme de l'haltérophilie, par exemple, ou des kettlebell swing. Et puis enfin, tu aurais le renforcement musculaire à visée plutôt vraiment neuromusculaire pure, même si l'explosivité c'est déjà le cas, avec les qualités de force, avec donc la force absolue, la force maximale, l'endurance de force max. Donc des charges très élevées, j'imagine, proches de l'ARM. Qui sont destinées à te rendre plus fort pour le coup. C'est un peu la vision que j'avais. Et ben nous, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que moi, en tant que kiné, le renforcement musculaire, je vais l'utiliser comme des outils qui vont me permettre de répondre à d'autres problématiques. Les problématiques, elles peuvent être assez variées. La première qu'on va avoir au cabinet, c'est la douleur. Et donc moi, je vais utiliser les tempos, les charges, les modes de contraction en fonction du motif de consultation de mon patient. Par exemple, aujourd'hui, sur le membre inférieur, il y a un consensus qui est relativement commun, qui se démocratise beaucoup, développé par Jill Cook, qui est une spécialiste des tendinopathies du membre inférieur, sur comment gérer un peu les différents modes de contraction pour remettre en charge un tendon. Aujourd'hui, quand on a une tendinopathie, une tendinite, pour le côté un peu vulgaire qu'on utilise beaucoup et que les patients utilisent, on part du principe que c'est le tendon qui serait désadapté, mais qui pourrait être perforé, avec des petits trous quand on viendrait analyser, ce qui fait qu'il peut être douloureux, avec un peu de processus inflammatoire. Mais ce ne serait pas vraiment le côté inflammatoire qui serait la source du problème, mais plutôt le tendon qui ne fait plus son job. C'est pour ça qu'on dit plus trop tendinite, inflammation du tendon, mais plutôt tendinopathie, pathologie du tendon. Et donc, pendant longtemps, on a utilisé beaucoup de techniques passives. En kiné, on faisait du massage, des ultrasons, des étirements, etc. Et ça marchait chez certains patients, ça marchait moins chez d'autres. Ensuite, il y a Stanish qui s'est beaucoup développé. Ça a été très à la mode. Exactement, beaucoup sur le tendon d'Achille, avec de l'excentrique. Donc en gros, vous montiez sur les deux pointes des pieds et vous freiniez la descente que sur une jambe et vous répétiez. Et il y avait des patients chez qui ça marchait bien, d'autres chez qui ça marchait moins bien. Et aujourd'hui, on y est un petit peu revenu. Et donc, on a une sorte de protocole de remise en charge d'un tendon en fonction des modes de contraction, avec une sorte de diagramme. Et le premier palier, qu'on va utiliser plutôt chez des patients très douloureux, ça serait le mode statique. Et donc le mode statique, c'est un Doliprane. Il a pour but, en tout cas une fois encore en rééducation, seulement de venir calmer la douleur. Donc, c'est de l'antalgique. Ouais, c'est de l'antalgique. Et comme un Doliprane, moi je donne à mes patients à faire 3 fois par jour. Comme le Doliprane que tu prendrais matin, midi et soir, et ben mon patient qui a une tendinopathie rotulienne très sensible ou une tendinopathie au niveau du tendon d'Achille très douloureuse, je vais leur dire chaise 3 fois par jour ou pointe de pied en statique 3 fois par jour, du 3 fois 30 secondes, 4 fois 45 secondes, selon évidemment à quel point le patient est douloureux. Ça, c'est la première étape. Une fois qu'on a désensibilisé ça, c'est important de rappeler que c'est un truc magique. Ouais. Ça, c'est quand même assez remarquable. Ouais. Et ça me permet de passer vraiment cette première phase en rééducation chez des patients très douloureux où tu peux rien faire. Vraiment, tu as des patients, ils ont douleur de genoux, tu te dis vas-y, je vais leur faire du squat, j'ai compris, le mouvement c'est la clé, nanana. Et boum, le patient il fait 3 squats, boum, il a trop mal. J'ai eu une patiente l'autre jour, un leg extension à vide, ça passait pas.
T'imagines ? Elle est assise au bord de la table. Elle n'arrivait pas à monter et descendre la jambe sans que la douleur, elle en faisait 10 et plus ça allait, plus elle avait mal. Donc vraiment, ça marchait pas chez elle. Et même pour l'astuce, elle s'en rendait pas compte. Elle arrivait à la lever, mais tant bien que mal, elle sentait son genou qui craquait, etc. Ça allait pas. Et la descente excentrique, donc au poids du corps, vraiment le poids de son pied, était tellement douloureuse qu'en fait, elle avait pris l'astuce de relâcher totalement son quadriceps pour ne pas faire la phase excentrique. Ah, putain. Et en fait, elle n'avait pas conscience. Elle comprenait pas pourquoi ça lui faisait pas mal. Elle disait, mais si je plie très brusquement, j'ai pas mal. Et je dis, bah regardez, en fait, quand vous pliez brusquement, c'est juste que vous relâchez votre quadri, vous activez vos ischios et donc vous avez plus le travail du tendon et de la rotule et donc vous avez tellement douloureuse. Donc vraiment, tu vois, des fois on a des patients qui sont très très cognés. Elle se retrouve avec une cuisse de poulet douloureuse. Bah, oui, enfin le profil un peu type qu'on connaît tous, une dame, la 40, cinquantaine, très 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 fine, tu vois, vraiment pas sportive du tout, etc. Là, évidemment, ce côté statique très très douloureux, on ne l'utilise pas chez un crossfitter qui a mal qu'au bout de 45 minutes de WOD. Tu vois, une fois encore, ça dépend des patients. Là, vraiment, on est sur un truc très douloureux. Une fois que le patient il est moins douloureux, on va remettre en mouvement. Donc, on attaque le même exercice. Donc, par exemple, j'étais sur la chaise, on va passer sur un squat, mais en tempo lent. Pourquoi ? Parce qu'il semblerait que les tendons réagissent mieux à des tempos lents qu'à des tempos rapides. Donc au début, moi, le truc que j'utilise beaucoup au cabinet, c'est du squat en 6 secondes. 6 secondes de descente, 6 secondes de statique en bas, 6 secondes de montée. Et en général, quand ça passe bien, ils en font 10, ça leur fait 1 minute, ils le font plusieurs fois. Et là, par contre, on va commencer à réduire. On n'est plus sur de l'antalgique 3 fois par jour, on va retourner sur du 1 fois par jour, mais plutôt 4-5 fois par semaine. Tu vois ? Ce qui pourrait être beaucoup peut-être pour un coach de se dire je vais entraîner 4-5 fois par semaine le même groupe musculaire. Moi, ma vision, même si je ne suis pas coach, ce serait quand tu as un point faible, tu vas peut-être le travailler 3 fois dans la semaine. Tu vois, c'est un peu l'image que j'aurais. Là, non, plutôt 4-5 fois. Ensuite, on reste sur du tempo lent, mais on commence à augmenter la charge. Donc, je vais charger un petit peu mon squat. J'accélère un peu la vitesse. Et dans un dernier temps, on intègre la pliométrie. Et pourquoi ? Parce que c'est ce qui est le plus difficile pour le tendon. En fait, la pliométrie, c'est cette capacité à emmagasiner de l'énergie pour être ensuite capable de la restituer. Sauf que quand les patients sont très douloureux, cette pliométrie, je peux être capable de la diviser en plusieurs phases. Donc par exemple, une douleur de genou ou tendon d'Achille, une fois encore, ça va être, tu montes sur une box, tu descends de la box et tu viens juste freiner. Donc d'abord, tu fais que le côté j'absorbe l'énergie, mais tu la restitues pas. Que le côté excentrique, l'amorti. L'amorti. Mais pas excentrique lent, excentrique sur de la dynamique. Ouais. Ensuite, on peut faire que la partie explosive. Donc tu te mets en bas de ton squat et d'un seul coup, tu sautes. Jaillis. Et ensuite, on associe les deux. J'absorbe l'énergie, je la restitue. Hyper intéressant. Et c'est vraiment ce consensus qu'aujourd'hui, alors une fois encore, chaque thérapeute travaille à sa manière et on a d'autres résultats en travaillant différemment, mais Jill Cook, qui est vraiment un peu en ce moment en France, à l'international même, la référence, nous propose cette progression sur les forces. Et donc, pour une tendinopathie, parce que c'est pas que ça qu'on soigne en kiné, ça te montre bien comment on utilise le renforcement musculaire, mais à différentes étapes, différents outils, différentes vitesses, différents modes de contraction, pour amener notre patient qui ne peut plus rien faire à pouvoir recourir dans la vie quotidienne, faire son activité sportive sans aucun problème. Super intéressant. Bon, une petite parenthèse sur les tempos qui semblent être au cœur de la stratégie d'entraînement. Là, clairement, c'est ça qui va rythmer l'évolution et la charge, puisque finalement, même durant le travail pliométrique, c'est aussi le tempo qui va caractériser la différence entre un squat et un squat pliométrique, aussi divisé soit-il. Et ça c'est un outil qui caractérise aussi la charge en coaching, qui est vraiment important, que tout le monde n'utilise pas, qui est très ancien, qui vient pour le coup des méthodes culturistes. Qui fait des bonnes courbatures la première fois en général. Alors, c'est toujours pareil, tout dépend du tempo, mais en général, quand tu les introduis, ils commencent par mettre pas mal d'excentriques, donc effectivement, ça tape. Et ça appartient autant au volume qu'à l'intensité. Bien malin qui peut classer entre le volume et l'intensité, puisque effectivement, quand on code un tempo, pour vous expliquer rapidement, on a en général 4 chiffres, en tout cas en coaching c'est comme ça. On a un premier chiffre qui correspond à la phase excentrique, donc la descente du squat. Un deuxième chiffre qui est le temps qu'on va passer en bas du squat en phase de blocage. Troisième chiffre, c'est la remontée, donc la phase concentrique, qui peut être carrément explosive. Je mets un X, et là ça veut dire qu'il faut monter le plus vite possible. Et le dernier chiffre, c'est le temps de récupération intra-série ou inter-répétition, qui va me permettre là aussi de calibrer un petit peu mieux la qualité de ma série, parce que si je prends 3 secondes de récup avant chaque rep,
évidemment, je vis pas le même effort que si j'ai 0 seconde. Hein. Ça, c'est vraiment... Il y a des gens qui enchaînent des squats, mais entre chaque squat, ils sont là, jambes tendues, ils se replacent, ils reprennent 3 respirations et repartent. C'est plus les mêmes squats. C'est vrai en kiné, c'est vrai en coaching, c'est pareil. J'ai une question pour toi sur cette nomenclature. Je sais pas si tu es calé. Est-ce que le premier chiffre, que moi j'utilise aussi avec mes patients, c'est toujours l'excentrique ou c'est toujours la première partie du mouvement? Parce que par exemple, sur une traction, tu vas commencer par le concentrique. Ouais, et bah du coup, dans ces cas-là, on inverse en général. Donc la première lettre, c'est toujours l'excentrique ou c'est toujours la première partie du mouvement? C'est toujours l'excentrique. Et donc il faut inverser. Donc il faut le lire. Ok, c'est faut le lire à l'envers. Je me suis posé la question. Maintenant, j'ai régulièrement vu les deux. Ouais. Des gens qui changent, des gens qui voilà. Donc, mais effectivement, c'est important à préciser puisque ça peut vraiment faire que la séance, elle se passe très bien ou très mal si vous le lisez mal votre. Si ta séance c'est traction, deadlift et que tu lis comme d'habitude, comme en squat, développé couché, et que ton repos c'est ton temps de travail au final. Voilà, donc en fait c'est autant de l'intensité que du volume, puisque les 3 premiers chiffres, c'est ce qu'on appelle le temps total sous tension. Donc c'est vraiment le temps utile au service de la contraction. Et du coup, ce qu'on comprend ici, c'est que finalement, c'est assez logique, les coachs poursuivent de la performance physique sur des qualités, et les kinés ont un autre objectif qui est la réadaptation musculaire, en fait, la réactivation ou la ressollicitation. Mais dans les 2 cas, finalement, ce qui prime, c'est le recrutement et la qualité du travail. Donc, il y a déjà un premier point de convergence qu'on peut voir, c'est que finalement, les outils qu'on met en place sont des outils qui nous permettent d'être ici et maintenant et de ne pas subir de manière un peu désinvolte la répétition. Ouais. Ce qu'on voit beaucoup en salle de musculation. Il y a des gens, ils ont 8 reps à faire, ils les font peu importe comment, peu importe ce qui se passe. Voilà, je vais tirer et puis je lâche tout à la fin. Et puis... non, évidemment, ça, c'est pas aussi efficace que ce qu'on vient de décrire là. Et je pense que c'est la même chose en rééduc, en fait. Hein. Oui, totalement. Nous, en rééduc, on est encore plus tributaire parce que dans... On joue de la batterie en régie. Parce que dans beaucoup de pathologies, justement, le contrôle de cette charge, et charge vraiment au sens large du terme, est une part prépondérante du traitement. Soit parce qu'il faut vérifier ce que fait le patient à côté. Un sportif qui a des douleurs de genoux, s'il a mal au genou parce que son volume d'entraînement est absurde, tu auras beau lui faire le meilleur traitement de tendinopathie, il va revenir dans ton cabinet. Soit parce que tu pars du principe que tu vas utiliser le renforcement comme outil de traitement, mais que si tu vas trop loin, tu bascules dans je le fais flamber. Ouais. Et la nuance et la difficulté en tant que kiné, et ça je le dis toujours à mes patients, c'est que très souvent, la rééducation, intellectuellement, elle est facile. L'inconvénient, c'est que personne ne nous dit « Ok madame, vous pouvez faire 4 fois 12 squats à 6 kg, ce sera bon pour votre genou, mais si vous en faites 4 fois 13 à 8 kg, on déclenche des douleurs. » On bascule de l'autre côté. Exactement. Et vu que nous, on joue sur des tissus qui sont très sensibles, très douloureux, très réactifs, on a ce monitoring qui doit être beaucoup plus précis. Alors que quand j'ai des patients qui sont plus douloureux, par exemple, si je prends des patients qui ont fait une rééducation du ligament croisé, donc on reconstruit un ligament croisé, c'est des rééducations qui sont très longues, qui mettent quasiment 1 an avant que le patient puisse absolument tout reprendre, et où, quand tout va bien, la deuxième partie de rééducation, c'est quasiment du coaching. Moi, chez mes patients, je leur dis globalement, parce qu'ils me demandent combien de reps, combien de séries, franchement, c'est du coaching à la fin de mes séances de kiné. Je leur dis, c'est simple. Si vous arrivez à faire 5 x 15, c'est que c'est un peu trop léger. Et si vous n'arrivez pas à faire 3 x 8, c'est que c'est trop lourd. Et vous tapez là-dedans et vous serez tranquille. Et donc, quand les patients ne sont pas douloureux, on peut se permettre, je trouve, d'être un peu plus laxiste sur le volume, le temps de récup, etc. Là où quand les tissus sont très sensibles... T'as pas le droit à l'erreur. T'as pas le droit à l'erreur. Ouais. Et c'est là où, d'ailleurs, moi, je leur dis à un moment donné, visez ça et vous ferez votre rééduc, vous faites la jambe douloureuse en premier, etc. Mais si vraiment vous voulez aller plus loin, vous n'avez plus besoin de kiné, vous avez besoin d'un coach, en fait, maintenant, pour aller plus loin sur le développement d'un ischio, dans le développement d'un moyen fessier, d'un quadriceps, retrouver un geste sportif. C'est là où la barrière entre kiné du sport, réathlétisation et au final le coaching individuel, vraiment la frontière pour moi est très fine. Ouais, ça va être un peu notre troisième partie. Effectivement, en coaching, qu'est-ce qu'on risque ? Au pire, on avait prévu de faire 8 reps, on a surchargé, ça s'arrête à 7. Job done, tu vois, on a fait le boulot, c'est pas très grave, on va réajuster la charge si vraiment on tient à faire 8 reps, ou on va rester en 7 reps, c'est pas grave, c'est très bien. Là où effectivement les conséquences en kiné sont pas du tout les mêmes, quoi. C'est vraiment une différence fondamentale, je trouve, entre les deux approches du renfort. Absolument. Et parce qu'il y a ce côté sensibilité du tendon et de la douleur, mais voire même d'autres tissus. Parce que par exemple,
Il y a des cas où il y a des patients, je vais utiliser le renforcement musculaire, pas dans un but de renforcer. Par exemple, on a des patients qui sont douloureux depuis très longtemps, donc chroniques, et en fait, ce qui fait mal, c'est juste qu'ils sont devenus trop forts pour sentir la douleur. Donc c'est beaucoup de phénomènes complexes au niveau du cerveau, au niveau de certains tissus, mais qui font que ici on fait mal il y a 1 mois, il y a 3 mois, il y a 3, 6 mois, 1 an, 3 ans, une entorse de cheville, une entorse du genou, un blocage du dos. Ils sont restés dans ce processus douloureux. Et là, on va utiliser l'exercice, donc quel qu'il soit, comme un antidouleur sur le cerveau. Donc, soit on peut faire de l'hypertrophie. Par exemple, le patient a toujours mal dans sa jambe droite. Et ben, je vais le fumer en jambe gauche. Et je vais, comme ça, venir stimuler son corps d'une autre manière. Ou alors, il a mal à l'épaule et je vais venir essayer, moi, de le fatiguer nerveusement. Donc là, je vais lui mettre du très lourd sur les jambes. Il ne comprend pas, il vient pour une douleur d'épaule et je vais lui faire du squat très lourd. Pourquoi ? Parce que je pense que de venir fatiguer son système nerveux, ça va l'aider sur son sommeil, ça va l'aider sur ses douleurs chroniques et ça peut avoir un avantage aussi. Et donc, une fois encore, c'est un outil, le renforcement, qu'on va utiliser dans différentes situations en fonction de la symptomatologie de nos patients. Et oui, ça nous rappelait que, avant tout, une charge mécanique de force, c'est une stimulation centrale du système nerveux. Ouais. Et que donc, on a des effets déportés, on a des effets parallèles. On sait que maintenir une activité d'un muscle agoniste, finalement, ça a des répercussions sur l'antagoniste. On sait que latéralement, si vous êtes blessé sur une jambe droite et que vous continuez à travailler en force ou en puissance sur la jambe gauche, vous allez maintenir vos niveaux de force au niveau central, donc probablement sur les deux jambes. Et ces process détournés, c'est ça nous rappelle que effectivement, il faut arrêter de penser la musculation et le renforcement musculaire en général comme une action ciblée sur un muscle ou un groupe musculaire. En fait, vous êtes en train d'agir sur un système beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche. Ouais, et je pense qu'on pourrait apporter encore plus de bien à nos patients blessés, mais ça coûterait trop cher à la Sécu, si on les faisait bouger plus pendant la période de récupération. Tu le sais, tu as été blessé au mollet, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Je pense que ta récupération a été bien meilleure pour la même blessure que chez un patient sédentaire. Ou en tout cas que chez un patient qui, pendant la même période, n'aurait pas bougé. Parce que si je dis pas de bêtises, pendant cette période, tu as continué à travailler ton haut du corps, tu as fait un peu de cardio, etc. Et donc, pour le même mollet qui fait la même blessure avec les mêmes délais d'immobilisation, je pense que ta récup a été meilleure qu'une personne qui aurait profité de je peux plus m'entraîner, du coup, je vais peut-être plus travailler sur mes projets, qui auraient été plus sédentaires de manière générale. Et sa récup, je suis persuadé qu'elle aurait été plus lente, moins rapide, et voire même peut-être qu'il y aurait eu plus de récidives. Oui, puis c'est sans compter sur les phénomènes d'autodétermination, d'automotivation, etc., qui vont avec, puis qui font que quand on se blesse, en général, c'est qu'on fait du sport, souvent, c'est un peu le... Tu peux aussi prendre un bus à 130, ça blesse. Mais c'est vrai que sur ces grosses blessures-là, on a des profils de personnes qui... c'est pas de la blessure... chronique, qui est plus liée à de la sédentarité, où c'était vraiment le mollet qui se désinsère partiellement. Évidemment que si en plus de ça on lâche tout, moralement on rentre dans une mauvaise spirale, etc. Alors que si on décide que en fait on n'est pas arrêté, on est ralenti sur un certain nombre de situations motrices, on ne peut plus tout faire, mais il y a encore beaucoup de choses qu'on peut faire. C'est aussi l'occasion, c'est vrai que on est déjà un peu dans la troisième partie quelque part, déjà dans la complémentarité. Moi, j'ai coutume de dire que dès lors que j'ai 50% d'un individu fonctionnel, alors, sauf exception sur certaines blessures très très spécifiques, notamment des doigts ou des orteils, finalement, on peut travailler de manière extrêmement intense, complète, pas comme avant, en termes de spécificité motrice, mais comme avant en termes de charge, en termes de volume et d'intensité. Et donc, effectivement, c'est l'occasion, finalement, d'aller travailler des choses qu'on n'a pas l'occasion de travailler d'habitude parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'en a pas l'occasion, parce qu'on n'en a pas l'envie. Et donc là, la vie s'impose à nous comme une réalité implacable. Il va falloir tourner autour du pot. Et je trouve que le CrossFit l'a bien démocratisé avec ce côté accessible pour tous, que ce soit si vous êtes handicapé, si vous êtes amputé, si vous avez certaines pathologies. Et je l'ai souvent vu dans les box de CrossFit, la manière dont les coachs étaient capables d'adapter la séance du jour. Tu vas quand même la faire, mais tu vas trouver une variante. Moi, j'avais un patient qui venait de se faire opérer de l'épaule.
Et donc vraiment du Jarrier, donc coup de corps obligatoire pendant 6 semaines. Et il a fait les Open de CrossFit, donc chaque semaine ensemble, pour le motiver, je disais ok, bon bah voilà, là il y avait des toast to bar, bah tu feras pas de toast to bar parce que tu peux pas te faire la barre, tu vas faire des V-up avec un bras et ton autre bras. Et on cherchait comme ça, c'est devenu un jeu entre lui et moi, comment il allait pouvoir faire les Open tout en continuant de s'entraîner. Et il a quasiment tout fait. Il y avait des double under, de la corde à sauter, il pouvait pas faire. Et ben il faisait des sortes de fentes marcher sur les côtés en ouvrant une sorte de jumping jack en marchant. Enfin, on a pu adapter. Alors évidemment, il n'y a pas que CrossFit qui fait ça, les coachs sont capables de le faire aussi. Oui, et puis si tu avais vraiment été sympa, tu aurais pu toi aussi te faire une aile de pigeon pour... Mais le fait qu'au CrossFit, tu arrives, il y a un truc au tableau, il faut le faire. Bah, ça demande une gymnastique, je trouve, technique, et ça nous montre bien qu'on peut toujours adapter. Un patient qui a une tendinite d'épaule, par exemple, souvent, c'est pas toujours, mais souvent, les mouvements de poussée sont plus douloureux que les mouvements de tirage. Souvent, parce que c'est plutôt un supraépineux, un biceps qui sont douloureux. Et moi, c'est des patients à qui je dis bon, bah, tu fais un push-pull leg, ok, bah, ta séance push, on va peut-être plus la faire. Tu vas me faire un pull, un leg, au pire, tu feras un peu de cardio, ça fera du bien. Parce que souvent, du tirage, au pire, la traction te fait mal, tu vas me faire du tirage vertical, mais un peu penché pour pas aller chercher ta flexion max d'épaule. Et il y a toujours plein d'adaptations comme ça qu'on peut trouver pour pas passer de je suis blessé, j'arrête complètement. Au final, on met un temps fou à récupérer. Et en plus, il y a le côté, comme tu dis, du coup, on est démotivé, on se met à manger n'importe quoi. Enfin, si on est très sportif, souvent, il y a un peu un cercle comme ça qui se met en place. Ça bascule du côté obscur de la force. Exactement. VS, bon, bah, il y a peut-être un tiers de mon sport que je peux plus faire, mais je peux encore faire plein de trucs, etc. Donc, premier point de convergence, on pourrait dire que c'est justement introduire cette variété et ne jamais renoncer, toujours trouver une opportunité de faire autrement, autre chose, peut-être tirer du positif même de cette phase-là. Ouais. Deuxième point de convergence que je vois, c'est la porosité des méthodes. C'est-à-dire que tu as cité tout à l'heure le Stanish, je trouve ça très parlant comme exemple. Donc, pour mémoire, voilà, c'est vraiment un travail d'excentrique contrôlé. Vous imaginez n'importe quel mouvement, notamment on l'a beaucoup fait en volleyball, en squat par exemple, ça perfuse encore aujourd'hui énormément les échauffements de volleyball. Du Stanish en préactivation, bah ça c'est clairement de l'inspiration kiné, comme tout le travail en équilibre instable sur les ballons de Klein, qu'on appelle aujourd'hui des Swiss balls, sur les plateaux de Friedman, aujourd'hui des planches d'équilibre, etc., qui sont un peu moins à la mode en ce moment, mais il n'empêche que tout ça a été vraiment déversé depuis le monde des kinés vers la prépa physique et le coaching. Et à l'inverse, je pense qu'il y a un certain nombre de techniques d'entraînement et d'activation à haute intensité qui est venu vers les kinés. Ce que j'observe notamment, c'est que pendant des années et des années, quand les kinés et les coachs étaient vraiment très très séparés, ce qui est beaucoup, beaucoup moins le cas depuis 5-10 ans. Non, on couche ensemble maintenant, régulièrement. Très régulièrement. Et je vous le recommande. Là, on se rendait compte qu'il y avait des écarts très importants d'intensité. Je prenais l'exemple de la surcharge chronique qui existe encore chez les coachs. Les kinés, dès qu'ils entraînaient quelqu'un de valide, c'était des non-charges. C'était à mourir de rire. Quoi. Ah, c'était du 3x10 pour tout le monde, pour tous les muscles et dans toutes les positions. Voilà. Ça existe encore un peu. On voit encore des kinés très, 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 très prudents. Mais évidemment, toi, je sais que si demain tu me prescrivais une charge de CrossFit, tu m'en mettrais plein le cornet. Mais c'est pour une autre raison, peut-être. Mais oui. Là-dessus, à titre personnel, ma formation de kiné du sport la plus efficace a été de commencer le CrossFit. Ouais, vraiment, ça m'a appris de la haute intensité. Ça t'a appris de l'intensité et de la pathologie. Ça m'a appris à me blesser aussi. Non, mais ça va avec. Ça m'a appris la haute intensité, ça m'a appris à varier les méthodologies d'entraînement, ça m'a appris les différents formats, ça m'a appris à rendre mes rééducations plus variées, à mettre des Tabata, à mettre des EMOM, à mettre des AMRAP à mes patients. Parce que, le 3x10, vraiment. Et après, je suis diplômé de 2013. Là, on est en 2024. Je sais que les nouveaux diplômés sont un peu mieux formés sur la prescription d'exercice par rapport à ce qu'on l'a été. Mais vraiment, on est à des années-lumière. Et en effet, je te rejoins vraiment beaucoup là-dessus où les kinés, on a été en deçà pendant très longtemps de ce qu'on pouvait faire avec nos patients. Donc, cette porosité, je pense, permet de mieux maîtriser la charge, finalement. À la baisse, comme une cocotte minute, à la baisse d'un côté où on était peut-être un peu surexcité, et puis de l'autre côté à la hausse, parce que franchement à un moment donné on n'est pas en sucre non plus, au contraire même à un moment donné il faut suffisamment de tension et de challenge pour que les gens puissent vraiment progresser. Hyper intéressant. Donc ça c'est le deuxième point. Le troisième point de convergence que j'aimerais souligner, c'est la réathlétisation. Tu l'as dit, cette espèce de zone
grise, qui appartient pas vraiment au kiné, pas vraiment au préparateur physique. Moi, finalement, je me suis énormément structuré là-dessus en Grande-Bretagne. Paradoxalement, un endroit où ce mot réathlétisation n'existe pas. Puisqu'il y a la rehab et ensuite il y a le training. Et return to play, return to perf sont des concepts de fond. Le retour au jeu, si je traduis pour ceux qui ne parlent pas anglais, retour au jeu et retour à la performance, qui sont deux choses un petit peu différentes, sont des concepts de fond qui finalement appartiennent à tout le monde et qui ne répondent pas à une vraie phase. Ça, c'est très français, cette réathlétisation, et je la trouve excellente, je la trouve même incontournable. Et au final, je me suis bien structuré en Angleterre là-dessus avec un kiné qui est le kiné qui a été longtemps le kiné d'Arsenal, qui est Ben Ashworth. C'est lui qui a fait le Ashworth H-test, tu sais, le test de scapula. Et on était ensemble. J'avais souhaité à ce que le kiné soit dans le gym avec nous et que tout se passe au même endroit. Et du coup, comme on a beaucoup de blessés en judo, à l'époque je travaillais pour le judo, j'ai vraiment appris plein de choses là-bas. Et puis ensuite, en Russie, où là, vraiment, le gros de la préparation physique, c'était de la réathlétisation, en fait. Sur les sportifs blessés, tellement le squad était important, les gens étaient nombreux. Et du coup, je suis bien placé pour dire que ça n'appartient à personne, en fait, parce que les contenus sont vraiment d'égale proportion entre des prescriptions kiné et de la programmation de charge coaching, quoi. Oui, parce qu'au final, sur cette dernière phase, on est sur une fin de rééducation. Mais en même temps, c'est des gens qui vont bien et on est aussi un peu sur de la prévention de blessures / de récidives. Bah oui. Mais en même temps, on est là pour aller chercher les 5-10 derniers pourcents pour les ramener à leur niveau optimal. Et ce qui, pour moi, amènerait un quatrième point qui serait un point commun aux deux, c'est que n'oublions pas que quand quelqu'un se blesse, c'est qu'il était trop faible, de manière globale. Souvent, c'est ça. Pour encaisser ce qu'on lui demande. Bah Alors, peut-être qu'on lui a trop demandé, mais en tout cas, il était trop faible. Donc, si on se contente de le ramener là où il était, la probabilité qu'il se reblesse, elle est quand même conséquente. Donc en fait, en rééducation et même en termes de coaching, il faut emmener la personne plus loin que où elle était avant d'avoir eu une douleur. Et là, une fois encore, je ne pense pas que ce soit que la part du kiné ou que la part du coach et que les deux peuvent faire ce travail-là. Mais il ne faut pas se contenter de se retourner à l'état initial. Parce qu'on aura à nouveau le même stimulus qui va arriver et même stimulus dans la même circonstance et les mêmes conséquences. À plus forte raison que la force est quelque chose de beaucoup plus complexe que ce à quoi on le résume, que ce soit en kiné ou en prépa physique d'ailleurs. Puisque souvent, on est obsédé par le niveau maximum de force ou éventuellement un maintien d'un niveau de force donné. Déjà mieux, mais c'est très très rare déjà, mais quasiment jamais sur les voies d'accès à cette force. Et tu te rappelles, on avait constaté un truc quand on a travaillé ensemble sur mon mollet, c'est que quand on teste mon RFD par exemple, le Rate of Force Development, le temps que je vais mettre à générer un niveau maximum de force, plus couramment appelé l'explosivité, et bien là, alors que j'avais rattrapé, voire dépassé mes niveaux de force de base sur mon mollet par rapport au mollet sain, et ben en revanche, au niveau de la rapidité à générer cette force, j'étais complètement aux fraises. En d'autres termes, j'aurais pu être d'un certain point de vue prêt à retourner à l'entraînement, mais en réalité, si j'avais repris des accélérations hyper intenses, alors à plus forte raison dans la situation de survenue de la blessure, il est très probable que je me sois reblessé à ce moment-là, si on n'avait pas monitoré ça main dans la main, coach kiné, pour vraiment regarder des indicateurs qui viennent d'ailleurs du coaching, de l'entraînement d'avant, puisque tes repères, tu les as mesurés quand tu n'étais pas blessé. Avant de te blesser, Donc, et je trouve que dans ton exemple, tu vois, ça montre pour moi une limite un peu justement. Tu avais retrouvé tes niveaux de force, la partie kiné, elle avait été faite, mais par contre, pour aller derrière retrouver cette explosivité ou ta capacité à rapidement développer cette force, pour moi, ça n'est plus vraiment le taf du kiné, et justement là, c'est plutôt le taf du préparateur physique, du coach, etc. Je trouve que cette limite, c'est un bon exemple de ce qu'on est en train de dire. Eh ben, ce sera le mot de la fin. Et c'est cool parce qu'on reste copains, tu vois, on est d'accord du début à la fin. En tout cas, si vous voulez plus d'Aime ton kiné, eh bien, vous le retrouvez très, très facilement sur les réseaux. Aime ton kiné, il est aussi très actif, évidemment, sur YouTube. Il a son podcast. Il est très, très dynamique. Il produit du contenu tout le temps. Donc, c'est super. Je suis très content que tu sois venu. Merci pour ton invitation. Que tu sois revenu dans le podcast, dans ce nouveau format de podcast. C'est génial. Soutenez-nous. Lâchez un commentaire, laissez-nous un petit mot, un petit message, posez une question. On essaie d'y répondre. En plus, on est très actifs sur le forum, donc venez nous poser des questions, ça nous fait toujours plaisir. Et merci pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.